Le club. Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actu de l'immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, l'essor des influenceurs immobiliers. Omniprésent sur les réseaux sociaux. Des millions d'internautes suivent leurs conseils, découvrent des biens d'exception ou tentent de décrypter les tendances du marché immobilier à travers leurs vidéos. Mais à quel prix? Sont-ils de véritables experts ou simplement des communicants? Leur impact sur les décisions d'achat et de vente, notamment des particuliers, est-il bénéfique ou au contraire trompeur? Faut-il mieux encadrer leur activité pour garantir la transparence des informations diffusées? Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir 3 experts du secteur. Bernard Cadot, ex-président du réseau Orpi. Bonjour Bernard. Bonjour. Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier PAP.fr. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Et Julie Doirin, lobbyiste de l'immobilier et première influenceuse immobilière au monde, selon le classement américain de Yahoo France. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Alors Bernard Cadot, on va commencer avec vous. Comment expliquez-vous l'essor fulgurant des influenceurs immobiliers et également des émissions spécialisées? Est-ce qu'ils répondent à un besoin réel d'information du public ou c'est une simple fascination pour l'immobilier? D'abord, les influenceurs, c'est une tendance lourde et générale, un petit peu dans tous les domaines. Donc, c'est aussi une façon de se mettre au diapason de la société telle qu'elle avance. Il y a bien sûr ce besoin d'information. Et les canaux d'information sont divers et variés. Donc, le public va aller vers celui ou ceux qu'il considère comme étant les plus fiables. Et puis, il y a en ligne de fond, je dirais, la fascination permanente des Français pour l'immobilier. Pour la pierre. Vous ne pouvez pas interroger quelqu'un et qui vous dise « moi, l'immobilier, ça ne me concerne pas ». Il y a cette appétence pour aussi, puis tout simplement parce que c'est un besoin, il faut se loger. Mais il y a une relation, je pense, des Français à l'immobilier qui est une relation très particulière. Qu'on pourrait analyser sur d'autres plans qui font que, voilà, on s'y intéresse. Même si on n'est pas directement concerné, on s'y intéresse. Corinne Joly, vous en pensez quoi que ces influenceurs, ils répondent à une réelle valeur ajoutée aux acheteurs, enfin pour les acheteurs et les vendeurs, ou au contraire que c'est juste une histoire de com'? Il y a plusieurs catégories. C'est vrai qu'il y en a qui donnent des conseils plus ou moins pertinents, qui répondent effectivement à des questions que les vendeurs, les acheteurs ou les locataires peuvent se poser. Après, il y a aussi, moi, une catégorie qui me dérange plus, c'est la catégorie de ceux qui vendent du rêve. Ouais. Et notamment tous ceux qui font croire qu'on peut très facilement s'enrichir avec l'immobilier via des plans dont ils oublient quand même la moitié du temps de dire qu'ils sont plus ou moins légaux. Voilà, et qui font des vidéos très... Et donc là, on rentre un peu dans une autre catégorie où finalement, ils s'adressent à des gens qui ne se posaient pas forcément la question d'investir dans l'immobilier et à qui ils font miroiter que l'immobilier, c'est le bon plan qui fait que tu vas pouvoir t'arrêter de travailler à 40 ans avec une rente plus ou moins sans travailler depuis un pays étranger au bord d'une piscine. Ce qui n'est pas très vrai. Tiens, sinon, aucun d'entre nous ne serait là. Alors, tiens, justement, on va interroger une influenceuse, Julie Doirin. Merci d'être avec nous. Alors, vous qui êtes reconnue comme la première influenceur immobilier au monde, comment est-ce que vous percevez votre rôle et celui des autres influenceurs ? Je commencerai par vous dire que ce prix sur l'influence, il est arrivé parce que j'étais une sachante et une opérationnelle. Oui, parce que vous avez une carrière quand même. J'ai un vrai métier à côté et j'y tiens. C'est 20 ans d'immobilier et 20 ans de droit.
Je suis celle qui finalement propose, notamment sur Instagram, LinkedIn, parce que je ne suis pas sur tous les médias sociaux, surtout et sur les j'insiste également, une des rares à donner les sources et à donner des chiffres et à m'appuyer sur le code de déontologie qui encadre toutes les professions immobilières dans notre joli pays et dans d'autres. Bernard Cadot, ces figures publiques, ces influenceurs, selon vous, est-ce qu'ils ont une responsabilité éthique envers leur public ? Ils ont bien évidemment une responsabilité dans la mesure où ils ont une audience qui est de plus en plus forte. Et en l'occurrence, Julie, c'est la première au monde, donc elle a forcément une responsabilité particulière. Ils ont tous des responsabilités particulières. Et alors, on passera sur les différents scandales de ceux qui vous proposent des crèmes de ceci ou de cela, les influenceurs, où on voit bien qu'il y a parfois des problèmes, y compris des problèmes sanitaires et de santé. Donc il y a une vraie responsabilité éthique. Mais comme vient de le dire Julie, elle ne fait pas ça par hasard. Elle a un background qui est solide et professionnel et juridique. Donc j'imagine que ça... elle fait partie de ces premières influenceuses, donc il y a 10 ans maintenant, 10-11 ans. Et ça conduit à ne pas raconter n'importe quoi et à ne pas faire n'importe quoi, comme Corinne le disait. Parce que, vous savez, il y a toujours une façon d'embellir la réalité, et puis on sait que la réalité, elle obéit à certaines règles, et que ces règles-là, elles sont intangibles et immuables. Donc autant faire appel à des sachants. Est-ce qu'il faudrait davantage encadrer les influenceurs pour éviter la désinformation et la simplification du secteur, Bernard ? Alors moi, je ne suis pas pour l'encadrement parce que je trouve que dans notre pays, on est relativement cerné, voire trop cerné par tout ce qui est encadrement. On a toujours tendance, dès qu'il se passe quelque chose, à vouloir légiférer, à vouloir réglementer. Il faut faire confiance au public, il faut faire confiance à sa capacité de discernement et à sa capacité de comparaison. Il y a les influenceurs, il y a les professionnels de l'immobilier, il y a les plateformes. Avec ça, le public doit y trouver son compte et arriver à porter un jugement qui va lui permettre de décider. Parce que l'immobilier, je le rappelle régulièrement, l'immobilier, c'est tout sauf banal et c'est pas anodin. Donc, il faut effectivement croiser ça. Maintenant, réglementer, non, parce que encore une fois, je pense que le public est suffisamment adulte et il sait vers qui se tourner et qui sont les vrais bons professionnels versus ceux qui ne sont pas très fiables. Corinne Joly, on va parler un peu de la publicité déguisée que certains soupçonnent dans les contenus des influenceurs immobiliers. Comment on pourrait garantir la transparence et éviter que les recommandations ne soient pas biaisées par des partenaires commerciaux ? Là, je rejoins quand même un peu ce qui vient d'être dit, c'est que l'encadrement, ça finit très souvent quand même sur des usines à gaz. Et sur l'immobilier, alors je pense que Julie ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve quand même que, comme c'est quand même des décisions plus lourdes que justement d'acheter une crème pourrie ou... on est quand même... c'est dur. On est quand même sur des décisions un peu lourdes et donc nous, ce qu'on observe, c'est quand même... C'est des centaines de milliers d'euros. Exactement, quand même, donc quand les gens voient un plan magnifique, garantie, richesse assurée, ils se méfient quand même un peu et effectivement, on voit qu'ils vont se renseigner. C'est-à-dire que j'en connais pas non plus 50 qui ont acheté un bien à 50 000 euros parce que c'était super et qu'il y avait un potentiel de le transformer en bien de 1 million d'euros. Comme ça, sans réfléchir 2 secondes et sans croiser les informations. Donc, je pense que quand même beaucoup de gens sont prudents, que le public ne boit pas les paroles de ces influenceurs-là, précisément parce que les décisions sont quand même lourdes. C'est bête, mais bon, dans l'influence, il y a beaucoup de secteurs qui sont concernés par ces escroqueries. La plupart ont le problème que c'est plus facile. Par exemple, les crypto-monnaies, ça peut aller très vite d'acheter des crypto-monnaies. Bien sûr. Donc, si vous êtes convaincu par des influenceurs qui vous disent qu'ils sont devenus riches avec ça, vous pouvez très vite vous y mettre. Vous pouvez vous y mettre avec une petite somme. L'immobilier, va quand même falloir aller voir un banquier dans la plupart des cas. Il y a un ensemble de personnes qui vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de mettre tout ton argent. » Voilà, donc... Je pense que c'est pas, la situation est pas catastrophique, mais je pense que Julie va nous dire que... Oui, justement, Julie Douarin, donc c'est certaines plateformes, certains réseaux qui collaborent régulièrement et directement avec des influenceurs pour promouvoir leurs biens. Quels sont les critères à respecter pour éviter de tomber dans la dérive commerciale ? Ça commence déjà par une signature de contrat. Quand moi j'ai débuté pour la France...
j'ai regardé les contrats aux États-Unis, rien n'était formalisé pour les influenceurs immobiliers en France. Et il est hors de question d'apposer son nom à côté d'une marque si on ne vérifie pas qu'elle existe, si on n'a pas signé un accord des deux parties. Après, moi, je vais beaucoup plus loin que ça. On parlait tout à l'heure d'investissement. J'ai eu un épisode très, très compliqué dans un TGV il y a 3 ans avec un jeune homme qui s'était fait avoir justement dans le cadre d'un achat immobilier via YouTube et surtout de financement et qui avait perdu toutes ses économies. Donc, je vais vérifier pour chaque société qu'elle est bien référencée légalement. Je vérifie la stabilité et je vérifie surtout qu'il y a une personnalité qui se trouve en France. Bernard Cadot, parlons un peu des émissions de télévision spécialisées dans l'immobilier. Quel impact cela a-t-il sur les attentes des acheteurs et des vendeurs par rapport à la réalité du marché ? Alors ça dépend lesquelles. Parce que certaines émissions sont plutôt tournées vers une cible et d'autres vers une autre cible. Le premier, le plus célèbre, et qui malheureusement pour lui défraie la chronique depuis un certain temps, c'est Plaza, Stéphane Plaza, qui a fait finalement beaucoup quand même pour démythifier la réalité d'une transaction immobilière. Il ne l'a pas enjolivé, forcément c'était un peu mis en scène, mais il a rendu quand même populaire, on peut peut-être employer ce terme-là, en tout cas accessible au grand public, les métiers de l'immobilier en général. Bon, après il s'est passé ce qui s'est passé, là le moment n'est pas venu de parler de ça. Ça c'est un premier point et qui est quand même important parce que vous savez, il y a toujours cette petite musique de fond qui dit les professionnels de l'immobilier vont vous arnaquer, vous allez vous faire avoir, ça va mal se passer, etc. Bon, il a rendu ça... moi, professionnel de l'immobilier, je pense qu'il a donné une vision à la fois réaliste et un peu empathique du métier. Et puis après, il y a le rêve, c'est notamment l'émission L'Agence qui fait rêver. Moi, j'ai des copains qui sont agents immobiliers et qui sont addicts de cette émission. Parce qu'il y a des appartements au bout du monde, des maisons dans des spots incroyables. Bon, voilà, et ça contribue. Mais il faut effectivement revenir à ce que disait Corinne, c'est faire attention, c'est que ce marché-là, c'est 1% ou peut-être moins de l'ensemble de la transaction immobilière en France. Donc, oui, il y a des happy few, il y a des gens qui ont les moyens et tant mieux pour eux. Après, se promener, être copain avec l'agent immobilier et puis acheter quelque chose à 10 ou 15 ou 20 millions d'euros, il faut considérer que ça reste quand même exceptionnel. Voilà, je pense. Corinne, je lis la déprogrammation justement des émissions de Stéphane Plaza. Est-ce qu'elle remet en cause le modèle de l'incarnation d'un visage emblématique dans l'immobilier ? C'est toujours, pour toute entreprise, c'est toujours un risque de s'associer à un visage. C'est pas du tout propre à l'immobilier. Au-delà de la polémique de Stéphane Plaza, il aurait pu lui arriver plein de choses. Stéphane, il aurait pu tomber malade. Il aurait pu avoir des problèmes familiaux qui l'obligent à se retirer. Donc, quand une entreprise associe vraiment son image à une personne, c'est une stratégie qui est risquée. Quand on fait de la stratégie d'entreprise, on nous dit toujours, du coup, vous devenez une personne à risque. Vous savez, c'est comme ceux qui se finissent par assurer des parties d'eux-mêmes. Voilà, on va être une personne clé. C'est-à-dire s'il nous arrive quelque chose, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. C'est une stratégie qui est risquée. C'est une stratégie qui est gagnante tant qu'elle marche, parce que c'est vrai que ça facilite la communication. On associe un visage, etc. Et puis, quand la personne a un problème, tout le réseau en pâtit. C'est assez connu en stratégie d'entreprise. C'est malheureux forcément pour les franchisés de chez Stéphane Plaza. Ils étaient gagnants pour la croissance du réseau. Ils étaient gagnants quand ça marchait. Ils ont pris un risque en s'associant à cette personnalité. Évidemment qu'aujourd'hui, ils disent mais en fait, ils n'ont aucun rapport avec les agissements de Stéphane Plaza. Et c'est vrai. Mais dans le même temps, il y a 5 ans, quand ils captaient des clients, parce que ces clients aimaient Stéphane Plaza, ils n'avaient pas non plus de rapport avec Stéphane Plaza. Donc, des fois, ils ont gagné et puis ils ont perdu. C'est une stratégie risquée. Julie Doirin, comment alors ces émissions immobilières, quel impact ça a eu sur le métier d'agent immobilier, sur la perception du métier d'agent immobilier ? Commençons par dire que la majorité des émissions à la télé, c'est de la télé-réalité.
tels qu'ils sont basés sur l'immobilier. Ça a un impact finalement sur l'idée qu'une transaction, elle est rapide. On ne peut pas, sur un programme d'1 heure, 1 heure et demie, raconter 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc c'est très condensé et on s'aperçoit que quand les clients finalement font une transaction, que ce soit de particulier à particulier, quand ils vont chez le notaire, donc ils posent les questions au notaire, ou quand ils le font avec un professionnel de l'immobilier, ils ont une perception qui est biaisée de ce fameux délai, et il y a des actions qui ne sont pas montrées à la télé, et ils découvrent notamment la partie financière, c'est souvent là que ça bloque, et la partie juridique. Donc oui, il est vrai qu'il faut revenir là-dessus régulièrement en disant attention, l'immobilier, c'est un timing, ça se fait pas en 2 secondes. On prend également le modèle de l'agence quand on se tape dans la main. Non, on n'accepte pas une offre en se tapant dans la main. Ça n'est pas ça l'immobilier en France. Merci Julie, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et on va parler du tribunal judiciaire de Meaux qui a condamné récemment un syndic à verser 9 930 € à une copropriété de Champs-sur-Marne pour refus de transmission de documents au conseil syndical. C'est une information qu'on a apprise dans le Figaro. Une décision inédite qui rappelle l'obligation légale des syndics de fournir ces documents sous peine de lourdes pénalités, 15 € par jour et par document. Pas non remis. Donc c'est un avertissement clair pour tous les syndics tentés, par exemple, de jouer la carte du RGPD pour esquiver leurs responsabilités. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo avec nos invités aujourd'hui. Bernard Cadot, ex-président du réseau Orpi, Corinne Joly, présidente de PAP, et Julie Doirin, lobbyiste de l'immobilier et première influenceuse immobilier au monde selon le classement américain de Yahoo Finance. Des invités présents pour parler des influenceurs qui pullulent sur le net et YouTube, et on se demande ensemble s'ils n'en font pas un peu trop. Corinne Joly, les influenceurs sont perçus comme des experts, mais leur niveau de qualification varie énormément. Devrait-on imposer une certification ou une formation spécifique à ceux qui diffusent du contenu immobilier ? C'est très compliqué parce que sur les réseaux, en fait, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde peut prétendre avoir du savoir sur ce qu'il veut. C'est-à-dire que pourquoi l'encadrer là et pas sur autre chose ? Il y en a qui vont vous montrer comment coudre un t-shirt, d'autres comment réparer une table, d'autres comment déboucher un évier. Bon voilà, tous ces gens-là le font avec leur savoir. Donc je trouve ça assez compliqué de définir des secteurs. On dit, il y a des gens qui n'ont plus le droit de parler et puis il y a des gens qui ont le droit de parler. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense malgré tout que le public fait quand même attention. C'est-à-dire que, alors effectivement, tout à l'heure, vous avez manifestement croisé dans le train quelqu'un qui s'était fait avoir. Mais je pense que, encore une fois, je me méfie des usines à gaz et du fait de commencer à dire, vous avez le droit de parler et puis vous, on ne veut pas savoir votre avis. Ce n'est pas du tout le principe des réseaux sociaux en plus. Donc, je pense que ça ne marchera pas. Et puis, pourquoi pas le faire dans tous les secteurs ? Comme je vous dis, qui a le droit de parler finalement ? Julie Doirin, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites qu'il faudrait plus encadrer ce métier, en tout cas qu'il faudrait avoir plus de garde-fous pour garantir pour garantir que les choses se passent à peu près proprement. On va revenir sur l'année 2023 et la loi sur l'influence qui a été promulguée pour notre pays et qui, à ma grande surprise, ne touchait pas à l'immobilier. Donc on a retrouvé les cryptos, le dropshipping et la chirurgie esthétique. Moi, je pars du postulat que l'on soit particulier, parce qu'il y a aussi des particuliers qui ont cette envie d'être influenceur, ça devient à titre ou une couronne de Miss France, j'ai envie de dire. Quand on a un partenariat, dès lors qu'on se dit influenceur, il faut le stipuler. On nous demande juste d'avoir un représentant légal dans le pays. Parce que
l'immobilier, et ce qui a posé vraiment beaucoup de problèmes, finalement, ce sont les influenceurs qui sont partis s'installer à Dubaï ou à Bali, et qui, justement, utilisaient les fameuses OPCO pour des formations immobilières. Donc là-dessus, oui, il est important quand même qu'on répète, qu'on le fasse bien. On peut être influenceur, qu'on soit particulier, qu'on soit acteur ou actrice de l'immobilier, mais on doit quand même respecter 2-3 petites choses, et notamment cette loi sur l'influence qui n'est pas difficile à suivre. Il y a 2-3 petites choses à mettre. On est pareil, on fait une vente, on boit une coupe de champagne. Nous sommes en France, c'est un alcool qu'on aime quand même bien. Il faut juste aussi mettre la mention à consommer avec modération. Donc, c'est 3-4 références. C'est pas grand-chose. Mais ça va changer énormément, finalement, la manière dont on voit l'influence, et notamment immobilière en France, je pense. Bernard Cadot, on va revenir sur ces plateformes immobilières qui collaborent régulièrement avec des influenceurs pour promouvoir des biens. Cette approche, elle peut être bénéfique ou risquée pour les acheteurs ? Là encore, il faut faire appel au discernement de l'acheteur. Il va s'informer de différentes manières. Et puis, au bout du compte, il va être obligé de faire un choix. Et un projet immobilier, c'est le projet d'une vie parfois. Donc, malheureusement, effectivement, il y a des gens, et celui que vous avez rencontré dans le train, qui se sont fait avoir et qui peuvent bien sûr le regretter amèrement, mais la plupart du temps, on fait quand même attention à ce que l'on fait. Il y a ce côté-là, parce que l'influence de ce que je vois, moi, au début, ça va être la présentation d'un produit ou d'une opportunité, d'un contexte, de quelque chose. Après, il faut vérifier si ce produit-là correspond à mon projet de vie, à mes besoins. Est-ce que ensuite j'en ai les moyens ? Et vous évoquiez tout à l'heure l'aspect du financement, le momentum, le délai aussi, etc., etc. Donc, je ne crois pas que ça fausse le jugement. Il faut simplement avoir la capacité de se dire OK, j'ai une information qui m'arrive de ce type-là par ce canal-là, je vais vérifier par moi-même, je vais faire le pas de côté avant de prendre cette décision qui parfois est, je répète, la décision d'une vie. Donc c'est ça qui est important. Julie Dourin, vous allez avoir le mot de la fin. Alors, en tant qu'influenceuse du secteur, comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle des influenceurs ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont peu à peu remplacer certains acteurs traditionnels comme les agents immobiliers ou les experts en investissement ? Ils ont déjà, mine de rien, commencé. On a la 4e génération d'influenceurs. D'ailleurs, ils veulent plus se faire appeler comme ça. À un moment donné, ils sont devenus créateurs de contenu. Maintenant, on est créatifs. On est créateurs de contenu. On est créatifs. Ça a encore évolué. Oui. Ça date de la semaine dernière. Toujours est-il qu'ils tentent une percée. Néanmoins, et là, je terminerai en rebondissant sur ce que Bernard a émis comme hypothèse. Moi, j'alerte véritablement les personnes qui se lancent sur ce sujet à faire très attention à la nouvelle génération. On a des très jeunes influenceurs, mais mon plus jeune a 13 ans. Ouais, effectivement. 13 ans. Et il connaît plus de choses que nous 3 réunis. Il sait comment rester le plus longtemps possible chez ses parents. Par contre, il veut intégrer l'immobilier dans quelques années. Et c'est vrai que c'est très, très surprenant parce qu'ils ont grandi avec tous les influenceurs et sur les médias sociaux et ceux de la télé. Il faut leur rappeler que le mandat de vente, il est quand même chez le professionnel de l'immobilier. Exactement. Absolument. Merci beaucoup, Julie Dourin. Merci à vous également, Bernard Cadot. Et merci, Corinne Joly, pour votre présence aujourd'hui sur Radio J. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous sur Radio J. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.